C'est parti pour 24 heures. 24 émissions en 2 jours. Quels sont les secteurs porteurs qui marchent sur place? Nous sommes capables de prendre des risques, nous sommes capables de faire des choses. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. C'est un véritable enjeu, c'est les 24 heures, cette grande aventure de la mobilité internationale. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette 10e édition des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct à partir des studios de TV5, comme depuis 10 ans. Et nous allons, durant cette heure de lancement, présenter les différents partenaires de ces Français qui vivent à l'étranger et qui exportent là-bas et qui contribuent en fait au rayonnement de la France hors de ses frontières. Durant ces 24 heures, nous allons traverser 24 villes du monde au travers de 24 émissions. Vous pourrez nous suivre ce soir jusqu'à 21h et demain de 9h à 22h. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire sur Twitter, hashtag 24H chrono TV. Alors tout de suite, je vais présenter les invités qui sont avec moi dans cette première partie d'émission. Yves Bigot, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de TV5 Monde et vous nous recevez aujourd'hui dans ce magnifique studio. Écoutez, alors, pour la première fois dans ce magnifique studio, et donc pour la 10e fois dans nos locaux, ici à TV5 Monde, avenue de Wagram à Paris. Alain Battejac, vous êtes président du CNCCEF, donc des conseillers du commerce extérieur de la France. Vous êtes également chef d'entreprise, puisque vous dirigez Artelia, une société d'ingénierie pour les grands projets de construction, et vous avez 3500 salariés. Jean Souchal, merci d'être avec nous. Vous allez être récompensé tout à l'heure d'un prix. Vous êtes président du directoire de Poma. Alors, tous les gens qui skient connaissent Poma. Poma, je crois que c'est des installations en fait de téléphériques et autres. Voilà, c'est tout le transport à câble, que ce soit effectivement pour le ski, c'est là où on est connu, voilà. Mais dans beaucoup d'autres applications, on le verra. Et vous fêtez vos 80 ans cette année. Exactement. Enfin, les 80 ans de Poma. Très bien. Merci. Arnaud Vessier, vous êtes président de CCI France International, ex-UCIF, donc qui rassemble toutes les chambres de commerce françaises à l'étranger. Et vous êtes également CEO et fondateur d'International SOS, qui est le leader mondial en assistance médicale et de la sécurité. Cette société va avoir 30 ans. Vous êtes installé dans 84 pays et vous avez 12 000 employés, dont 1300 médecins. Henri Bazerque, à mes côtés, vous êtes coproducteur des 24 heures chrono de l'International avec Yves Bigot, donc depuis, enfin avec TV5 Monde depuis 10 ans. Et vous êtes également président de Mondissimo, et une société qui aura 30 ans en 2016. Tout à fait. Voilà. Alors tout de suite, Yves Bigot, vous coproduisez donc ces 24 heures chrono depuis 10 ans. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Parce que leur sujet, et puis ceux qui nous regardent en ce moment, voilà, sont notre mission et notre préoccupation. Les Français de l'étranger. J'ai moi-même été, je vous le dis tous les ans, Français de l'étranger, donc je suis sensibilisé à San Francisco, à Los Angeles, à Londres, à Bruxelles. Donc voilà, je sais ce que c'est que de représenter la France, parce que même quand on est simplement quelqu'un qui a monté un restaurant ou une entreprise à l'étranger, voire qui y travaille, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans n'importe quelle activité, même des gens qui partent à Hong Kong, qui commencent par faire la plonge et qui finissent milliardaires, ça vaut mieux que dans l'autre sens, évidemment. Voilà, je sais ce que c'est, puis nous savons, nous, ici, à TV5 Monde, ce que c'est, même si, comme vous le savez, nous ne représentons pas que la France, mais aussi la Suisse, la Belgique, le Québec, le Canada et au-delà, les 80 États qui représentent, qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais nécessairement, on a un lien spécial, spécifique, très particulier avec les Français de l'étranger. Voilà, parce que c'est notre rôle que d'abord de leur apporter non seulement les informations,
de leur pays et du reste du monde, mais aussi leurs programmes, hein, puisque nous, on diffuse des films de cinéma, des séries télévisées, des magazines, des débats, des concerts, du théâtre, des spectacles d'humour, etc. Et puis aussi, alors pour notamment, par exemple, des familles mixtes, parce qu'il y en a évidemment énormément, nous avons tous nos outils d'apprentissage du français, et à tous les niveaux, aussi bien pour les primo-apprenants, aussi bien que pour les enseignants, le niveau universitaire, etc. Et puis, à travers, tous nos programmes sont en français, mais à travers de 14 langues de sous-titrage, évidemment, on accueille aussi énormément de francophiles de la planète, et parfois dans des familles, hein, ça permet justement à l'ensemble de la famille de suivre les mêmes programmes dans voilà, des familles qui peuvent être des familles mixtes. 220 millions de spectateurs. Maintenant, on est arrivé à 291 500 000 foyers qui nous reçoivent à fin 2015 dans 195 pays, puisqu'on s'est fait sortir d'Indonésie depuis le 30 juin. Mais on est en négociation, on espère pouvoir y revenir. Sinon, on est présent dans absolument tous les pays de la planète, notamment en Corée du Nord. Je sais que c'est toujours évidemment ce qui impressionne tout le monde. C'est encore certifié dans le nouveau roman de Jean Echenoz qui vient de paraître, qui s'appelle Envoyé spécial au féminin, et où à 2 reprises, il explique qu'on voit TV5 Monde en Corée du Nord. Très bien. Henri Bazerque, les évolutions notables, puisque ça fait 10 ans donc que cette opération existe, quelles sont les évolutions les plus remarquables? On peut parler d'hécates prodigieuses entre les débuts en 2007 avec des retransmissions en 4 tiers, avec de la basse définition, des Skype avec des webcams, avec un son épouvantable. on a eu quand même des internautes qui ont commencé à regarder en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc. C'était pas mal, mais il y avait mieux. Et puis d'année en année, quand on croyait, comme Yves Bigot croyait à Internet, nous on y a cru dès le départ, on savait que ça allait bien progresser, et effectivement après le haut débit partout dans le monde nous a permis justement de gagner à la fois en audience, parce qu'au début on comptait en dizaines, en centaines de milliers d'internautes. Aujourd'hui on parle en millions d'internautes, puisque il y a eu 3,5 millions d'internautes qui ont regardé les 24 heures chrono l'an dernier. On espère atteindre la barre des 4 millions cette année. Bon, c'est aussi beaucoup de référencement, mais la grande satisfaction, comme Yves voyage beaucoup, quand à l'étranger on est en voyage, et puis des gens qu'on rencontre par hasard qui nous disent « Ah, c'est vous les 24 heures chrono, je suis à San Francisco grâce à vous. On a regardé l'émission, on y est. » Des vocations. Voilà. Où certains sont partis à Brisbane parce que après une émission, ils ont dit mais c'est le pays où il faut, c'est la ville où il faut qu'on s'installe. Et donc voilà. Alors c'est vrai que aussi depuis 10 ans, on a une fédération grandissante faite autour de tous les partenaires. D'ailleurs, les grands partenaires sont autour de cette table, les conseillers du commerce extérieur, les chambres de commerce françaises à l'étranger. Il y a aussi, on le verra tout à l'heure, le ministère des Affaires étrangères. Alors il y a 30 partenaires, donc je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des partenaires comme l'Union des Français de l'étranger, la SBE, Karl Gros-Piron, énormément de partenaires qui sont là depuis très longtemps et qui justement ont fait marcher leur réseau à l'étranger pour nous amener souvent les meilleures personnes qu'il faut dans les émissions. Donc on a un filtre naturel qui nous permettent souvent d'avoir... Il y en a 2 très beaux réseaux en CCI France Internationale. Exceptionnel. Ce sont des hommes de terrain, ce sont des gens qui sont aguerris. Et donc ça nous fait gagner un temps fou. Alors, ce qui est intéressant avec le ministère des Affaires étrangères aussi, c'est que on suit les consuls et les ambassadeurs. Donc certains étaient consuls, on les retrouve ambassadeurs, comme prochainement on va entendre le nouvel ambassadeur de France au Mozambique, Bruno Clerc. On l'a connu. L'année dernière, il était. Voilà, l'année dernière, il était au Canada et il était que consul. Donc, alors ils nous connaissent aussi parce que on en retrouve à Miami. Il y avait Gaël de Maisonneuve, maintenant il est à Brasilia. Donc c'est intéressant parce que tout le réseau consulaire connaît par cœur les 24 heures chrono et nous permet justement de nous aider justement à monter les émissions. Et leur permettre aussi à eux, je crois, de faire voir. Oui, puis de prendre la parole. Les consuls qu'on ne connaît pas toujours quand on réside à l'étranger. Donc. Voilà, donc tout ça c'est important. Très bien. Alors, des villes ont été choisies, comme chaque année. On se réunit, on vote, on décide d'un itinéraire. Exactement.
Selon quels critères, précisément, avez-vous choisi ces villes cette année ? C'est très simple. Tout à l'heure, on en parlait en coulisses. En 2015, on était au siège des chambres de commerce françaises à l'étranger. En 2016, on va être au siège des conseils du commerce extérieur, une fois par an. Toujours 7-8 mois avant les émissions, on réunit les partenaires officiels. Et chacun argumente, il y a un vote, et effectivement, on choisit effectivement des villes en fonction de l'attrait économique, de la représentation française. C'est pas fait par hasard, et il faut que ça soit véritablement un choix sérieux. Et je crois que ça nous permet. Là, cette année, c'est le 10e anniversaire, donc on a un peu poussé certaines destinations qui sont très importantes, comme par exemple l'incontournable. Shanghai, on l'a fait il y a 2 ans, mais je pense. On l'a refait cette année. São Paulo également, parce que le Brésil est pas mal critiqué, mais on a voulu quand même faire quelque chose sur São Paulo. Il y a des chambres de commerce très dynamiques à São Paulo. Oui. Très bonne chambre. Alors justement, parlons un petit peu de ces villes. Vous connaissez les itinéraires, chacun d'entre vous. Est-ce que, Arnaud Vessier, vous avez remarqué une destination peut-être plus... Ah oui, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Singapour. Demain, on sera ensemble pour l'émission de Singapour, d'ailleurs. Et Singapour pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'y ai créé mon groupe il y a 30 ans. La deuxième, c'est parce que c'est aussi l'anniversaire de Singapour. On parle du 10e anniversaire des 24 heures chrono. Singapour a fêté ses 50 ans cette année. 50 ans d'indépendance et 50 ans d'un succès absolument inouï, puisqu'ils sont passés d'un pays pauvre et sans ressources à aujourd'hui le pays développé le plus riche au monde. Très bien. Ce qui est totalement stupéfiant. Jean Souchal, je sais que vous êtes un petit peu partout dans le monde. Dans cet itinéraire, y a-t-il une ou 2 villes dans laquelle vous faites du business ? Moi, j'ai envie de parler de Shanghai, de la Chine, qui est, pour moi, plus de 30 ans d'histoire. Et c'est vraiment passionnant de voir sur ces 30 dernières années le développement et l'ouverture du monde. Donc voilà, je penserai en particulier à Shanghai et à la Chine. Et vous m'avez parlé de Le Caire tout à l'heure. Alors on est aussi sur Le Caire, oui, ça paraît bizarre, mais effectivement on fait dans les applications à câble des choses qui sont un peu différentes du ski, en particulier dans l'aéroport, des liaisons entre les satellites. Le Caire est très dynamique, oui, tout à fait. Monsieur Bintejac, je crois que vous aussi, vous avez repéré dans cet itinéraire quelques destinations. Oui, il y en a beaucoup, puisque les conseillers des commerces extérieurs sont présents partout dans 140 pays, sauf en Corée du Nord. Mais on vous aidera. Beaucoup de pays, beaucoup de destinations, donc évidemment toutes nous intéressent. J'en citerai peut-être 2 simplement, pour des raisons complètement différentes. Une qui est São Paulo, parce qu'effectivement le Brésil est quand même un pays qui traverse des difficultés, mais qui est quand même un potentiel intéressant. Et à titre personnel, comme j'ai habité dans ce pays, ça m'a toujours intéressé pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis Riyad, pour des raisons complètement différentes, effectivement, parce que le Moyen-Orient aujourd'hui, avec toutes les problématiques liées à la fois à la situation politique et géostratégique de la région et aussi à l'évolution des cours du pétrole, je crois qu'il y a des enjeux importants en la matière. Donc je crois que ce sera intéressant d'évoquer ces pays un peu en détail. Très bien. Yves Bigot, on va passer par le Panama. Je crois que TV5 a un bureau au Panama. Et depuis 5 ans, non ? C'est ça, puisque avant le bureau qui gérait toute la zone Amérique latine et Caraïbes était à Buenos Aires. Et en fait, pour des raisons centrales, on s'est installé à Panama, parce que du coup, c'est plus facile de rayonner dans toute la région, les trajets sont plus courts, et donc ça nous permet de faire des économies à la fois de billets d'avion et de nuitées aussi dans les avions, parce qu'on est comme tout le monde, on doit faire le mieux avec l'argent public que nous gérons. Très bien. Avec vue sur le canal, le bureau. Le nouveau. On va profiter de cette émission, donc de ces 10 ans, pour faire une petite analyse et essayer de voir un petit peu comment l'entrepreneur a évolué depuis ces 10 ans. Alors, moi j'ai un chiffre, il vient d'une étude qui avait d'ailleurs été réalisée par Mondissimo, première du genre en 2003. Et en 2013, donc 10 ans après, on faisait un baromètre et on apprenait que 2 Français sur 10 étaient créateurs d'entreprises, contre seulement 1 sur 10 en 2003. Donc 2013, 2 Français sur 10 qui part à l'étranger est un entrepreneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres, Monsieur Vessier ? Oui, tout à fait, Sandrine. Je pense que le chiffre est juste et stupéfiant en même temps. Parce que imaginez que 20% d'une population
Et dans l'entrepreneuriat, si on avait ça en France, le pays serait un pays incroyablement optimiste aujourd'hui. Donc c'est tout à fait remarquable. Ça prouve que les Français ont le sens de l'entreprise et réussissent bien. Donc si on libère les énergies des Français, ils entreprennent et ils réussissent. Très bien. Monsieur Souchal, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? Ben moi, je trouve que on parle souvent de la France comme des gens créatifs, hein, comme vraiment des inventeurs. Et ben voilà, quand en plus on peut s'exprimer, et c'est ça l'entrepreneuriat, tout de suite il y a des effets. Et plus c'est vrai que les Français à l'étranger, c'est toujours des gens passionnants chaque fois qu'on les rencontre. Monsieur Bintejac, parmi vos 4500 conseillers, vous en avez plus de 3000 qui sont à l'étranger. Oui. Est-ce qu'ils sont quasiment tous entrepreneurs ? La proportion à peu près, elle est de combien ? Non, ils ne sont pas tous entrepreneurs, mais ils sont tous des responsables d'entreprise, évidemment, français installés à l'étranger. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, quand on regarde sur effectivement une dizaine d'années l'évolution, c'est que nos groupes, on les réunit évidemment pays par pays. Nos groupes étaient constitués historiquement essentiellement d'expatriés qui représentaient, je dirais, les grandes entreprises, les grands groupes français à l'étranger, partout. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une proportion, alors je n'ai pas les chiffres précis, mais il y a une proportion de plus en plus importante de ce qu'on appelle les entrepreneurs français de l'étranger, c'est-à-dire des gens qui se sont en fait installés il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois dans ces pays, qui ont créé leurs propres affaires, leurs propres business en place. Et qui vont rester, et je pense que c'est intéressant d'avoir dans ces réunions justement, autour de l'ambassadeur des services économiques, d'avoir à la fois les expatriés qui représentent les grands groupes français et en même temps les entrepreneurs qui ont créé leur propre entreprise sur place. Je crois que c'est un échange extrêmement fécond et on voit qu'il y a effectivement de plus en plus, partout, de plus en plus de jeunes entrepreneurs français dans beaucoup de pays. C'est très spectaculaire, très impressionnant quand on voyage. En revanche, le problème, c'est de faire en sorte que ces entreprises grandissent à l'étranger comme en France. Est-ce que, justement, Implantation Plus, ça ne serait pas une réponse à ce type de problématique ? Tout à fait. On lance au niveau des chambres de commerce un nouveau produit qui s'appelle Implantation Plus, qui a pour objet d'aider les PME françaises à s'implanter et à se développer à l'international, mais qui aura aussi pour objet d'être réciproque, c'est-à-dire d'aider les PME françaises développées à l'étranger à se développer vers le marché qui est naturel pour ces entreprises, qui est le marché français. Mais je pense que collectivement, il faut qu'on pense à un certain nombre de moyens qui ne sont pas obligatoirement financiers, mais d'expertise il y a la synergie aussi, peut-être. De synergie, de réseau, d'influence, de propriété intellectuelle. Et de reconnaissance aussi. Et de reconnaissance, parfaitement, pour qui permettent à ces entreprises de grandir, parce que les Français, on entreprend beaucoup. On ne grandit pas toujours assez. Juste un chiffre, combien de chambres de commerce françaises à l'étranger ? Il y a 110 chambres. 110. Chambres de commerce à l'étranger. D'accord. Et surtout, on a 71 incubateurs dans le monde. C'est ça dont on est le plus fier et qui se développe. Et ces incubateurs sont les endroits où les PME peuvent se retrouver, s'implanter, créer un réseau et être immédiatement efficaces. Très bien. Un mot, Monsieur Bintejac, sur 2 opérations, 3 même, à venir avec les CCE, puis après on fera une courte pause, puis on se retrouvera. Oui, donc nous organisons de temps en temps des réunions où nous essayons de rassembler tous les conseillers du commerce extérieur d'une région ou d'un pays ou d'un ensemble de pays, avec leurs partenaires, les chambres de commerce évidemment, qui sont très actifs. D'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les deux côtés, Business France, les autorités, les ambassades, etc. Et donc, nous avons quelques opérations importantes qui se préparent. Une à Singapour, pour tous nos conseillers de la zone ASEAN, qui aura lieu au mois d'avril, et quelques temps après, une très importante aussi à Abidjan. Oui, avec Forum Afrique de l'Ouest, où on attend beaucoup de participants, et nous organisons aussi avec le MEDEF en l'occurrence, et qui je crois aura un grand retentissement. Et puis enfin, une très très grande opération que nous prévoyons cette fois-ci en France, à Deauville, au mois d'octobre, où nous voulons rassembler tous nos conseillers du commerce extérieur du monde entier. Un nouveau symposium mondial, un peu comme celui qu'on avait fait à Miami l'an dernier, mais cette fois-ci à Paris, pour essayer de passer un message positif sur le développement international des entreprises à quelques mois d'une élection, d'une échéance politique importante. Nous pensons que c'est important. Très bien. Messieurs, merci. On va faire une courte pause et on va se retrouver tout de suite après.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission de lancement des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes chez TV5. J'ai à mes côtés Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Monsieur Alain Batejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France. Henri Bazerque, président de Mondissimo et créateur des 24 heures chrono de l'International. Monsieur Vessier, vous êtes CEO et fondateur d'International SOS et président de CCI France International, et Jean Souchal, vous êtes président du directoire de POMA, et vous allez recevoir, incessamment sous peu, un trophée pour vous féliciter pour votre carrière. C'est le trophée de la performance à l'export. Alors, pourquoi remettre ce trophée, Henri Bazerque ? Tout simplement, c'est que, comme je disais avec nos amis, ça va faire 30 ans cette année qu'on a créé notre entreprise Mondissimo. J'ai toujours beaucoup distribué de trophées tout au long de ces 30 ans, 10, 12 à chaque fois. Donc on s'était dit, bon maintenant, non, stop, on va en donner qu'un seul. On va choisir, à travers nos partenaires, Chambre de commerce, France International, quelqu'un qui véritablement mérite un trophée de la performance, et le choix est pas facile. Quand on en a beaucoup, on peut en donner à tout le monde, mais quand on a qu'à remettre... Alors justement... Voilà. Et donc je transmets le trophée à Arnaud Vessier. À qui je vais quand même poser la question, à savoir comment et pourquoi avoir choisi POMA, monsieur Vessier. POMA, c'est une société exceptionnelle. C'est exactement le type de société dont on a besoin en France. Une ETI de 300 millions de chiffre d'affaires, 1 millier de personnes, leader dans un domaine d'expertise très complexe, avec des réalisations extraordinaires comme le London Eye à Londres. Et c'est la Chambre de France, la CCIFI de Colombie, qui a choisi POMA grâce à des réalisations tout à fait exceptionnelles en Colombie. Et donc, je pense que c'est pour le pays, on ne peut pas trouver une entreprise qui ait un profil meilleur et qui représente autant l'avenir. Et si j'ai bien compris, à Brighton, il va bientôt y avoir un pylône avec une soucoupe volante qui sera made by POMA. Monsieur Souchal, en plus, c'est une entreprise familiale, j'ai cru comprendre. Ben oui, POMA, c'est d'abord les hommes, c'est 80 ans d'histoire, c'est tous ceux qui l'ont créé, c'est vraiment exceptionnel. La jeunesse encore aujourd'hui, c'est ça qui est fantastique. Oui. Premiers Jeux Olympiques de... Alors, moi je disais, oui, en fait, le développement de POMA est venu depuis les Jeux de Chamonix. Alors on va remonter en 23. Finalement, c'est là l'ouverture du loisir sur le ski. C'est vraiment le départ du transport à câble, on va dire, pour le loisir. 1928. Et puis quand on regarde 80 ans après, effectivement, c'est un développement. Alors on parlait de Brighton, mais on peut parler... effectivement, de transfert en matériaux, et ça, c'est très important pour demain. Tout le côté vertueux des choses, les transports en ville, et Medellín, c'est un des exemples, ou à New York, par exemple. Ou alors, pour le tourisme, et là aussi, il y a beaucoup de gens autour du monde, et c'était le cas de la Chine en particulier, où on trouve du temps pour aller, finalement, faire aussi du tourisme, et ça, c'est un bon pan de développement. Et puis tous ces systèmes de transport, on a parlé du CARE tout à l'heure, qui sont des systèmes qui viennent s'ajouter finalement à tout ce qui est les tramways, les métros, etc., pour faire une mobilité, vous transporter finalement là où vous vivez. Voilà, c'est un grand plaisir. En tout cas. Alors toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors oui, je pense que l'entreprise, c'est d'abord une histoire d'homme. Hein, et effectivement, non seulement les 80 ans, mais on va les fêter, on va bien les fêter, mais c'est aussi tous les gens qui la composent. Alors c'est vrai, c'est une ETI, ce qui nous manque en France. On est 940 cette année, je pense que voilà, à peu près 660 en région Rhône-Alpes, et on fait plus des 2/3 du chiffre d'affaires à l'export. Des sociétés comme on aimerait bien en avoir en France, je pense, et j'ai la chance vraiment d'être à la tête d'une entreprise de jeunes qui aujourd'hui ont vraiment cette envie de toujours se faire plaisir et d'être fiers de ce qu'ils font. Et quels sont vos 3 maîtres mots? Pour moi, aujourd'hui,
les trois piliers, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est pour ça qu'on est là. Et ça, je crois qu'on est vraiment reconnu comme étant des gens, quelque part, qui avons cette capacité à se surpasser dans les idées. Et avec certains pays, je parlais de la Chine tout à l'heure ou autres, on arrive justement à mettre en pratique en plus des choses. Et l'innovation, c'est de la recherche aboutie. Ça, c'est un point fort. La deuxième chose, c'est l'export. Par définition, c'est le monde, c'est rayonner tout autour. En fait, les dimensions du monde ont complètement rétréci. Et voilà. Donc, du coup, ça implique beaucoup de multiculturel, c'est-à-dire de respect des autres, c'est d'être proche des gens, c'est d'arriver à les comprendre. On ne parle pas un Chinois comme on parle à un Russe, comme on parle à un gars de Saint-Domingue ou comme on parle à un Brésilien ou un Chilien. Et ça, cette ouverture sur le monde, c'est une force. Donc, on a beaucoup de diversité chez Poma, on la recherche même. Et puis, peut-être la troisième chose, c'est la confiance dans les gens, c'est-à-dire c'est d'arriver à responsabiliser les gens et leur donner un champ de liberté pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, innovation, ouverture sur le monde et puis responsabilisation, liberté d'entreprendre, pas brider les gens, ouvrir. Très bien. Ouvrir. Et juste un petit mot, parce que on ne parle pas assez d'export. C'est-à-dire qu'on a des émissions sur les Français à l'étranger, etc. Depuis 30 ans, on remet des trophées. D'ailleurs, l'un des premiers trophées était à Annette Roux, que j'avais remis à l'époque. Il y a 30 ans, elle n'était pas très connue avec Beneteau. Beneteau déjà. Hein? C'était déjà Beneteau. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit le processus. Au départ, l'exportation française marchait très bien. Ensuite, il y a eu des implantations à l'étranger. Donc on est venu justement. Et à l'époque des conseillers commerciaux, quand j'étais CCE, mes collègues, c'était le président de Catimini, Paul Salmon, c'était Gérard Biotto, le président d'ERAM, etc., qui était relativement plus jeune, qui était assez jeune, et qui commençait à envoyer des hommes aux États-Unis et ailleurs, et qui me disaient, mais on fait comment là avec les expats? Et c'est vrai qu'il démarrait la mobilité internationale. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça marche très bien, mais c'est au départ quand même des exportateurs qui ont gagné des parts de marché, et souvent grâce aux partenaires qui sont là, CCE et Chambre de commerce française à l'étranger. Voilà. Monsieur Bentejac, il a un profil de CCE, non? Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un très bon choix, surtout pour une récompense unique, comme ça a été. Je pense que vraiment Poma est un très bon choix parce que l'entreprise est magnifique d'ailleurs. Et puis Jean aussi, c'est vraiment le profil de l'entrepreneur qui développe sur l'international. D'ailleurs, je crois que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'étranger, je crois à São Paulo, effectivement. Il y a quelques années, nous avons fait connaissance et nous, d'ailleurs, nos entreprises travaillent d'ailleurs ensemble. Donc je dirais que c'est une très très belle, un très bon choix. Et je pense qu'évidemment, il y a d'ailleurs des conseillers de commerce extérieur chez Poma. Et je souhaite que cette tradition perdure parce que c'est vraiment le type même de dirigeant d'entreprise qui a sa place, plus que sa place au sein de notre réseau. Écoutez, toutes nos félicitations. Alors, à Medellín, je crois que votre société s'est engagée à un niveau social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot, parce qu'on va devoir aller très vite maintenant? Oui, en fait, je pense qu'au-delà du business pur, ce qui nous paraît important, c'est les valeurs. Et en particulier, travailler dans Medellín, il y a une quinzaine d'années déjà, pour nous, c'était un vrai challenge, parce que c'est un challenge sur l'ouverture, à la sociabilisation, à ramener les hommes, en tout cas, plus proches les uns des autres. Notre première télécabine qui reliait donc le quartier où Pablo Escobar était à l'époque, vers le métro, c'était vraiment un challenge extraordinaire. Et on a voulu donc accompagner ça en se rapprochant de toute la jeunesse et finalement en anticipant cette ouverture au monde, donc en accompagnant les jeunes, en leur disant vous avez quelque chose à faire, en essayant vraiment de leur donner une lumière du futur. Et voilà, donc c'est un des exemples, en tout cas, de nos actions sur le contact donc, avec les gens. Donc il y a une quatrième valeur. Hein. Et celle-là, voilà, c'est une valeur qui est une valeur de fond d'entreprise et d'homme. Humaine et sociale, oui. Ouais. Très bien. Toutes nos félicitations. Juste avant que nous nous quittions, une date à annoncer, le 9 juin 2016. Alors, avant d'annoncer cette magnifique date du 9 juin, je voulais simplement d'abord remercier Yves Bigot, justement, personnellement, à la fois de la réussite des 24 heures chrono, mais également, comme c'est un homme pragmatique, on s'était réunis l'an dernier pour faire un peu le débriefing, un peu de savoir un peu comment les 24 heures chrono se passaient, comment on pouvait évoluer. Et on avait fait un constat tous les deux que 1 heure pour traiter une ville ou un pays, c'est très court.
Donc il y avait un petit bémol quand même, on s'est dit qu'un jour, il faudrait peut-être faire un peu plus. Et pour 2016, donc en juin, on va lancer le petit frère des 24 heures chrono, qui sera les 12 heures chrono. Et là, on s'arrête dans un seul pays. Et donc pour 2016, il y a des élections américaines, ça sera les USA. On a décidé, comme il y a une grande demande française, justement, à la fois de jeunes, d'entreprises, et même de plus âgés qui partent aux États-Unis, on a décidé de s'arrêter le 9 juin et faire les 12 heures chrono, qui vont représenter quand même 21 émissions en direct, donc des émissions de 30 à 35 minutes, mais qui vont permettre justement d'aller au fond des choses. Si je prends l'exemple, par exemple, on va faire une émission entièrement consacrée au visa. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a autant de visas que de lettres de l'alphabet. Vous voyez, mais au moins on aura notre émission. Pas suffisant. Mais rien qu'un billet vert ne puisse pas acheter. Ouais. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci. Nous quittons, nous faisons une courte pause et on se retrouve tout de suite après, cette fois-ci non plus pour parler des entreprises, mais vraiment des Français de l'étranger, qu'ils soient salariés ou non. Oui. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour l'émission de lancement qui se déroule donc au sein des studios de TV5 Monde. Et nous abordons la deuxième partie de cette émission qui va, elle, être consacrée à tous ces hommes et à toutes ces femmes, nos compatriotes qui vivent hors de nos frontières. J'ai à mes côtés, pour évoquer ce sujet, Monsieur Barry de Longchamp. Vous êtes président délégué de l'Union des Français de l'étranger et vous avez été notamment ambassadeur de France à Singapour et également en Pologne. Madame Claudine Lepage, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice des Français de l'étranger et vous êtes également présidente de Français du Monde. Monsieur Christophe Bouchard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. Et vous avez également été consul à Miami, je crois, entre autres. Monsieur Vessier, vous êtes CEO et cofondateur international d'International SOS, qui est donc le leader mondial en assistance médicale et en sécurité, et vous avez 12 000 employés. Et votre société fête ses 30 ans cette année. Et vous êtes aussi président de CCI France International. Guylaine Drangervé, merci également d'être avec nous. Vous êtes CEO d'Elma International, qui est une société spécialisée dans la mobilité internationale, la gestion de la mobilité internationale. Et vous avez créé récemment un nouvel outil qui est en ligne et qui permet aux Français qui vont partir travailler à l'étranger de calculer peut-être pas leur rémunération, mais enfin une idée de leur rémunération, de ce qu'ils gagneront quand ils partiront qu'il faudra là-bas. Gagner. Voilà, très bien. Tout de suite, Monsieur Bouchard, pourriez-vous nous parler des chiffres des Français de l'étranger, les derniers, ceux de 2015 ?
Oui, avec plaisir. Alors, en 2015, fin 2015, nous sommes arrivés à un peu plus d'1,7 million Français inscrits dans les consulats, partout dans le monde, sachant que ça n'est qu'une partie, évidemment, du nombre total de Français à l'étranger, puisque tous ne s'inscrivent pas dans les consulats. Et il faut sans doute parler de 2,5 millions, peut-être un peu plus de 2,5 millions de Français en tout dans le monde. Et c'est une augmentation qui ressemble à celle des années précédentes. Au niveau des inscrits, on est à environ 2% d'inscrits en plus par rapport à 2014. Et c'est l'évolution que nous avons sur les dernières années. A-t-on une zone de prédilection ? Alors, là aussi, comme les années précédentes, à peu près la moitié des Français dans le monde sont en Europe, Union européenne et Suisse. Et puis ensuite, Amérique du Nord, les pays du Golfe, les pays émergents. L'évolution marquante des dernières années, c'est l'augmentation forte dans les pays émergents, les pays, la Chine, les pays du Golfe, et toujours l'Amérique du Nord, qui a une progression plus forte que la moyenne. Très bien. Alors, puisque nous sommes ensemble et que les 24 heures chrono de l'International fêtent leurs 10 ans, peut-être serait-il intéressant qu'on parle justement de l'évolution du profil de ce Français de l'étranger depuis 10 ans. Donc on a quelques chiffres, toujours d'après l'étude Expatrier, votre vie nous intéresse. En 2013, on apprenait par exemple que la population française vivant à l'étranger vieillissait. Les plus de 40 ans étaient nettement majoritaires. On apprenait aussi que les missions des salariés se rallongeaient. Là, je sais que vous aurez quelques chiffres à nous donner à ce propos. On remarque aussi que 7 sur 10 d'entre eux restent pour un séjour minimum de 2 ans. Monsieur Barry de Longchamp, au niveau de l'UFE, vous êtes à peu près d'accord avec ces chiffres ou vous avez constaté d'autres choses ? Je pense que ces chiffres correspondent un peu à la fourchette basse de nos propres estimations, parce que j'ai aussi été très intéressé par un rapport de l'INSEE qui indiquait que 300 000 Français ces dernières années étaient partis à l'étranger. Donc 2,5 millions me paraît une estimation relativement modeste. Cela étant, en ce qui concerne la répartition géographique, c'est bien ce phénomène auquel nous assistons, une augmentation très sensible en Amérique et aussi en Asie. Mais il faut savoir que plus de la moitié des Français de l'étranger sont des doubles nationaux. Beaucoup d'entre eux sont nés à l'étranger, vivent à l'étranger de manière durable, donc il n'y a pas d'automaticité, de relation directe entre la mobilité et les statistiques, les effectifs. Il faut avoir en tête que beaucoup de ces gens vivent vraiment de manière durable à l'étranger. D'accord. Madame Lepage, par rapport au fait que la population française à l'étranger vieillisse, vous êtes d'accord ou qu'est-ce que vous constatez au niveau de Français du monde ? Je pense que le phénomène s'explique par un certain nombre de Français qui partent vivre leur retraite à l'étranger. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. On en trouve dans un certain nombre de pays. On va évoquer le Portugal cet après-midi. Au Portugal, mais aussi au Maroc, aussi au Vietnam, en Thaïlande. Et je pense que c'est ce qui explique que, quand vous dites que il y a des Français qui s'expatrient plus âgés. D'accord. Alors, quant aux salariés d'entreprise, vous avez réalisé une étude chez Elma qui s'appelle « Performance de la mobilité internationale 2015 ». Quels sont les grands chiffres, notamment en termes de contrats? Quels sont les contrats qu'on donne à ces Français de l'étranger? Alors, en fait, c'est une étude qu'on a menée en septembre 2015 auprès de profils d'entreprises françaises, de grands groupes du CAC 40, mais aussi des grosses ETI, et qui déploient des forces vives sur le monde entier. Donc, en fait, en termes de contrats, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a effectivement une poussée à la réduction en fait des coûts et donc une poussée des contrats dits locaux ou locaux plus avec un certain nombre d'avantages qui sont maintenus mais je dirais avec des packages moins riches qu'auparavant. L'expatrié doré, c'est fini, quoi. C'est pas tout à fait fini, mais c'est en baisse. D'accord. Voilà. Monsieur Vessier, vous qui avez 12 000 employés, j'imagine, de par le monde, vous envoyez sûrement des Français dans certaines de vos filiales. Et vous optez pour quel type de contrat dans ces cas-là? Alors, nous, on a un peu plus d'1 millier d'expatriés. Donc, effectivement, on a un large volume d'expatriés. On a beaucoup d'expatriés qui sont en contrat complet d'expatriation, donc où il y a à la fois
la maison et l'école qui est payée pour la famille. Mais il y a aussi de plus en plus de contrats d'étrangers, de ce qu'on appelle les third country nationals, c'est-à-dire les étrangers qu'on recrute dans un pays donné. Si par exemple en Chine aujourd'hui, vous avez une population considérable de jeunes parlant remarquablement bien chinois, et les entreprises maintenant embauchent soit des expatriés à très haut niveau, soit des Français ou d'autres parlant chinois, vivant en Chine, et qui vont avoir un contrat local plus dont vous parlez. Vous êtes d'accord avec ce... Oui, tout à fait. C'est une tendance, je dirais, assez générale. En tout cas, de proposer, de segmenter des offres assez différentes en fonction des profils des personnes. Et quant à la mobilité, il n'y a plus une case départ, une case arrivée. En fait, on est de tous les pays et il y a une globalisation qui s'installe même au sein des carrières de ces gens. Alors ça va. Alors il y a aussi un autre phénomène, effectivement, qui vient un petit peu en contradiction des chiffres qui ont été donnés. C'est plutôt là, on va vers la réduction du temps dans un pays donné, dans une affectation. Mais en revanche, les affectations, elles, peuvent être de plus en plus nombreuses. Effectivement, on n'est pas d'un centre vers une périphérie, mais on va aller éventuellement dans différents pays dans sa carrière. On suit une évolution chez International SES, on va aller de Singapour à Londres. On va aller un peu partout, on va avoir une carrière mobile, mais en fait la réalité de l'expatriation aujourd'hui, ou de l'internationalisation, c'est que les jeunes vont dans un pays ils ne sont pas envoyés par une entreprise. Ils vont chercher un emploi localement. À Londres, par exemple, c'est très clair que les jeunes qui arrivent, la plupart d'entre eux n'ont pas de job. Il y a une statistique assez passionnante et qui montre que la population est de plus en plus diverse. C'est sur les jeunes d'école de commerce. 23%, c'est-à-dire un quart des diplômés d'école de commerce démarrent leur carrière à l'international. Donc ce ne sont pas du tout des expatriés. Ils vont chercher un emploi à l'international, à travers le monde, et de plus en plus avec des sociétés étrangères. C'est justement intéressant parce qu'on va aborder tout à l'heure quel sera le profil de l'expatrié, entre guillemets, dans 10 ans. Et je pense qu'effectivement, ça répond partiellement à cette prospective. Alors, quid de l'exil des forces vives? Parce que, bon, on a parlé de ces chiffres. Donc, ils sont nombreux à partir, les Français, d'accord. Mais peut-on évoquer un exil des forces vives? C'était le titre d'un rapport, une commission d'enquête menée par Luc Châtel le 9 avril 2014. Vous y avez participé, Monsieur Vessier, Monsieur Bouchard aussi, et vous avez été interrogé. Ah oui, absolument. Alors, bon, les conclusions semblaient être assez... on ne parlait pas franchement d'un exil des forces vives. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Monsieur Barré-Longchamp. Je ne sais pas si on parle ou pas d'exil des forces vives. Toujours est-il que les jeunes actifs partent de plus en plus nombreux à l'étranger. Le mot exil a une connotation un peu péjorative, mais il s'agit d'un départ très important. Moi, j'étais il y a 20 ans à Singapour, il y avait 3000 Français. Les 2/3 étaient des salariés de grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, il y a 12 000, 15 000 Français. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés là-bas. Pareil en Thaïlande, où j'ai vécu également, et je ne sais pas comment on peut qualifier ces jeunes actifs français. Là, il ne s'agit pas tellement de retraités, ce qui est effectivement différent au Portugal. Il s'agit d'un départ très important de jeunes Français qui veulent réaliser leur vie, au moins une partie de leur vie, à l'étranger. Donc, plutôt que les conclusions à remettre en cause, c'est peut-être le titre, tout simplement, qui ne collait pas vraiment. Oui, je pense en effet que le terme exil a une connotation négative. Je pense qu'aujourd'hui, dès leurs études, les jeunes partent faire un semestre, une année à l'étranger. Ensuite, s'ils font des études, il y a un stage ou deux qui est compris dans leur cursus. Il y a un vrai goût d'ailleurs. Et ça donne en effet le goût d'ailleurs, c'est un enrichissement. Et ensuite, bon, ils peuvent faire une partie de leur carrière à l'étranger. Mais c'est pas parce qu'on part qu'on ne revient pas. Tout à fait. C'est exactement le sujet. C'est-à-dire que c'est formidable que les Français partent à l'étranger, puisqu'on n'était pas assez internationaux. Donc ça, c'est une évolution qui est certainement positive. La vraie question, à mes yeux, c'est de savoir si on va savoir les réattirer en France. C'est ce que le 3 février, Matthias Fekl doit nous annoncer quelques mesures pour favoriser le... Vous êtes rentré, vous, Monsieur Vessier? Moi, je suis rentré il y a 5 ans.
mais je pense être un peu une exception. Alors, moi aussi, je suis rentré il y a 1 an et demi. Nous sommes 3 exceptions. Voilà. Moi aussi, je suis rentré. Ah ben oui, finalement. D'ailleurs, notre association se préoccupe beaucoup de l'aide au retour, parce que c'est un vrai sujet qui préoccupe beaucoup de participants. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a quelques petits sujets qu'il faudrait que nous abordions, parce que ça va intéresser nos spectateurs. C'est le coût de la vie. Alors, est-ce qu'il a augmenté depuis 10 ans ou pas? Guylain Drangervé, vous êtes le mieux placé pour en parler, puisque vous avez cet outil capable de nous donner quelques chiffres. Alors en fait, si on regarde la situation française, le coût de la vie vis-à-vis des autres pays va être extrêmement impacté par rapport à l'euro, au niveau de l'euro vis-à-vis des autres devises. Donc, il y a une époque, l'euro était relativement fort vis-à-vis du dollar et d'autres devises. Donc, le coût de la vie en France était considéré comme élevé, notamment à Paris. Si on regarde aujourd'hui, l'euro a un peu baissé. Et du coup, effectivement, Paris se retrouve, par exemple, une ville relativement dans la moyenne. Alors que, notamment, des villes suisses, comme Zurich, sont devenues des villes considérées comme très chères. Et après, si on regarde morceau par morceau, c'est-à-dire quel est le prix du logement comparé à d'autres grandes villes, Paris reste une ville assez abordable par rapport à des villes comme Londres, Singapour, Hong Kong, New York, qui sont des villes effectivement aujourd'hui très très chères et quasiment handicapantes même justement pour pouvoir attirer des talents. D'accord. Juste une question. Vos salariés, par exemple, que vous envoyez, vous les payez en devise locale, comment ça se passe en général? Ça varie considérablement. Dans les pays développés, ils sont toujours payés dans la devise du pays développé. C'est-à-dire que si on est au Canada, on est payé en dollars canadiens, si on est aux États-Unis, en dollars américains, etc. Là où ça change, c'est quand vous envoyez des salariés dans des pays émergents, où là, la devise de référence va être soit le dollar, soit l'euro. D'accord. Et donc, ils seront payés en monnaie locale, mais il y aura un système d'ajustement qui va d'ailleurs toujours vers le haut, jamais vers le bas, vis-à-vis des mouvements des monnaies. Très bien. Donc, on a parlé d'argent. Il faut aussi peut-être évoquer le fait que, ailleurs dans le monde, il y a des Français qui ne sont pas tous nantis, entre guillemets, ou tout au moins suffisamment riches pour se sentir bien. Il y a des indigents et il y a des associations qui existent. Je vous propose d'en citer une, Madame Lepage. Une association, moi disons que l'association dont je fais partie, dont je suis présidente, s'occupe aussi de cela, mais je crois qu'il y a d'abord une aide du ministère des Affaires étrangères hors Europe pour les Français en difficulté, et puis il y a localement des sociétés qui portent des noms divers, sociétés de bienfaisance, sociétés de solidarité, qui essaient d'aider nos compatriotes. On sait à peu près combien ils sont? On n'a aucun chiffre là-dessus. C'est un petit peu difficile parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont inscrits dans les consulats. Ce sont des gens qui sont un petit peu à la marge. Et malgré tout, vous les aidez même s'ils ne sont pas inscrits? Oui, alors une partie d'entre eux, justement, parce qu'ils sont en difficulté, se font connaître de nos consulats et nous versons effectivement des aides sociales pour notamment des adultes handicapés, pour des personnes âgées qui sont dans le besoin. Un peu moins de 5000 personnes dans le monde bénéficient de ces aides et je crois que nous sommes le seul pays en fait à avoir ce système d'aide pour des ressortissants à l'étranger. Et je crois, et ça fait le lien avec le sujet d'avant, je crois que ce à quoi nous nous adressons, c'est à une vraie évolution de la mobilité internationale, plus que d'expatriation. Je crois qu'on a vraiment une présence ancienne de Français à l'étranger dans certains pays, et puis de plus en plus de Français qui vont à un moment donné de leur vie, de leur parcours, être à l'étranger. Je crois que c'est ça le vrai phénomène, et que les chiffres, effectivement, ne retracent que partiellement, parce que le solde d'une année sur l'autre, c'est en fait la résultante de beaucoup de Français qui partent à l'étranger, et aussi de beaucoup de Français qui reviennent. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui un jeune qui imaginerait son avenir uniquement en France. Tout à fait. Mais, Madame Lepage, vous vouliez... Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que le phénomène d'indigence, à cela s'ajoute le fait que beaucoup
un certain nombre n'ont pas d'assurance maladie. Donc dès qu'ils ont un accident de la vie, ça coûte très cher de se faire soigner. Et c'est là aussi que les associations de bienfaisance dont je parlais interviennent. Je crois que d'ailleurs, Monsieur Vessier, vous vous occupez de l'une d'entre elles, où vous participez à, je crois, les Oubliés de Saint-Pancras. Les Oubliés de Saint-Pancras, c'est une très belle association à Londres qui fournit des soins gratuits aux Français qui viennent à Londres. Cela dit, en Grande-Bretagne, il y a le NHS qui fournit des soins gratuits aussi. Mais les gens qui sont dans ces situations ne savent pas accéder au système social local. Et c'est une association qui est assez puissante, très aidée et très supportée par le consul général à Londres. Et où un grand nombre d'entreprises se sont retrouvées pour aider. Cette association doit avoir maintenant une 20aine d'années et le nombre de personnes qui y font appel ne cesse d'augmenter. Ça, c'est très clair. On va devoir aller vite, mais on va quand même aborder ce sujet sur la scolarité, parce que c'est important pour les Français de l'étranger. Où en est-on? Parce qu'on a beaucoup entendu parler des bourses scolaires qui allaient être plus difficiles à obtenir. On a beaucoup parlé des bourses scolaires. Où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? Alors effectivement, on est très attaché en France à ce système-là aussi qui est quasiment unique, donc d'aide à la scolarisation des Français, des enfants français dans le monde. On a à peu près 25 000 enfants français qui bénéficient d'une bourse à l'étranger. Ça représente grosso modo 100 millions d'euros par an. Donc c'est un effort important. Il y a eu une réforme il y a quelques années pour stabiliser le coût budgétaire de ces bourses, parce que on est évidemment dans un contexte. Mais on peut encore les obtenir? Mais on peut tout à fait. Et 25 000 enfants obtiennent tous les ans des bourses. C'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et ça contribue à combien de pourcents? 50% des frais de scolarité? Alors ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 100%. Ça dépend des ressources des parents. Ça peut aller jusqu'à 100% pour les familles les plus modestes. D'accord. Contribution aussi à un lycée à Londres, Monsieur Vessier, je crois. Oui, à Londres, où il y a une poussée de la communauté française considérable, puisque les estimations sont entre 350 et 400 000 Français à Londres, avec un système scolaire qui était devenu totalement saturé. Donc les Français qui arrivaient à Londres passaient dans le système scolaire britannique. 80% de l'estimation, c'est que 80% des enfants français en Grande-Bretagne sont dans le système scolaire britannique et pas dans le système scolaire français. Donc on a créé en partenariat public-privé entre l'ambassade, la chambre de commerce, on a créé d'abord un collège français bilingue à Londres qui a ouvert il y a 4 ans, qui a 700 places, et on vient d'ouvrir, et ça a été inauguré par le président Hollande en novembre. Un nouveau lycée qui s'appelle Winston Churchill et qui est magnifique lycée et qui aura 1300 enfants. Donc on aura créé en 4 ans 2000 places et on continue tout un plan pour créer de nouvelles places pour que on fasse 2 choses. D'une part, on donne accès aux enfants français à l'enseignement français, bien qu'il soit complètement bilingue. Et d'autre part, donner de nouveau accès aux Britanniques et aux francophiles et aux francophones, accès à l'éducation française, ce dont ils étaient exclus depuis quelques années. Parfait. Christophe Bouchard, un mot avant que nous nous quittions. La mise en place de certaines mesures pour les élections législatives et présidentielles. Les prochaines. Oui, parce que les Français à l'étranger sont des citoyens à part entière et là aussi on met tout en œuvre pour qu'ils puissent exercer leur citoyenneté comme en France. Donc l'année prochaine, élection présidentielle et puis élection législative. Je mentionne les législatives puisque là il y a une spécificité, puisque les Français de l'étranger depuis 2012 ont des députés, ce qui n'existait pas avant, et peuvent voter par Internet. Ce sont les seules élections politiques françaises. Donc le message, c'est inscrivez-vous dans les consulats, inscrivez-vous sur les listes électorales et votez l'année prochaine. Effectivement, je remercie beaucoup l'administration pour ses efforts. Que moi, je dois dire qu'au nom de l'UEFE, nous ne sommes pas du tout satisfaits de la situation de l'enseignement qui nous préoccupe. L'effort, je reviens sur ce point, l'effort des familles
atteint plus de 60% des frais de scolarité. Et effectivement, le système, je pense, arrive un petit peu au bout de ses mérites. L'État se désengage, les fonds publics deviennent rares, et donc la parole électorale, la parole politique des Français de l'étranger, qui ne peuvent pas descendre dans la rue à la différence de leurs concitoyens français, donc pour se faire entendre, ils ont besoin d'un bulletin de vote, et nous les encourageons, chacun à notre façon, à s'exprimer aux différentes échéances démocratiques. Je suis navrée, on va devoir conclure. Je tiens quand même à dire un mot. Déjà, je vous remercie tous d'avoir été là. Je tiens à remercier la régie qui est juste là devant nous, pour tous ces efforts que vous faites depuis 10 ans. Merci Eric, merci aux deux Eric, merci à Aurore, merci à Soufiane, merci à Romain, merci à vous tous qui nous accompagnez avec tant de professionnalisme et de gentillesse. Voilà. Donc, nous allons nous quitter. Et première étape, à 10h précises, nous commençons avec Ho Chi Minh. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.